Lorsque vous découvrez que votre propre maison n'est plus la vôtre, mais une scène où chaque mouvement est enregistré, chaque soupir catalogué, chaque faiblesse archivée pour un usage futur, quelque chose en vous se brise. Pas avec fracas, pas avec des larmes, mais avec un silence glacial qui tranche plus profondément que n'importe quel cri. J'ai découvert cela lors d'une soirée ordinaire de mars, à Tours, lorsque je suis monté sur une vieille échelle pour changer une ampoule qui clignotait depuis des jours au plafond de ma chambre. Ce que j'ai trouvé là n'était pas simplement un objet. C'était la preuve que ma vie avait été envahie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Et le pire, par quelqu'un en qui j'avais une confiance aveugle. Je m'appelle Marie Lefebvre. J'ai 66 ans, je suis veuve depuis 8 ans et je vis seule dans un appartement ancien du centre de Tours, près de la place Plumereau. C'est un endroit qui porte l'histoire dans ses murs, avec de hautes fenêtres donnant sur la rue pavée et un silence qui me réconfortait autrefois. J'ai élevé mon fils unique, Théo, dans cet appartement. C'est ici que mon mari, Pierre, est mort paisiblement dans son sommeil, me laissant avec de doux souvenirs et une solitude que j'ai appris à habiter. Je ne me suis jamais sentie seule en réalité. J'avais ma routine, mes livres, mon petit déjeuner sur le balcon, mes promenades jusqu'au marché de Saint-Pierre-des-Corps. Je pensais connaître chaque recoin de ma maison, chaque grincement du parquet, chaque ombre sur le mur, mais je me trompais. L'ampoule de ma chambre a commencé à clignoter un lundi. J'ai pensé que c'était simplement l'usure naturelle, ces choses qui arrivent dans les appartements anciens. J'ai reporté au week-end. Le samedi soir, fatigué de la voir clignoter comme une alerte silencieuse, j'ai décidé de la changer. J'ai pris l'échelle en bois rangée dans le couloir, je l'ai positionnée sous le lustre simple du plafond et je suis monté lentement, m'agrippant fermement à la rampe imaginaire que ma prudence créait. Lorsque j'ai tourné la douille de l'ampoule, j'ai senti quelque chose d'étrange. Elle pesait plus qu'elle n'aurait dû. Beaucoup plus. Je suis descendu de l'échelle, j'ai pris mes lunettes de lecture et je suis remonté. C'est alors que j'ai vu. À l'intérieur du globe en verre dépoli, parfaitement ajustée, se trouvait une micro-caméra, petite, discrète, professionnelle. Ce n'était pas une de ces caméras bon marché pour enfants. C'était du véritable équipement, avec une lentille réglable et un voyant lumineux éteint, pointé directement vers la porte de ma chambre et une partie du lit. Mon corps s'est figé. Pas par la frayeur immédiate, mais par la compréhension lente et dévastatrice de ce que cela signifiait. Quelqu'un était entré chez moi. Quelqu'un avait planifié cela. Quelqu'un avait installé cet appareil-là, calmement, avec précision, sachant exactement ce qu'il faisait. Et cette personne avait accès à mes clés. Je suis descendu de l'échelle sans rien démonter, sans crier, sans appeler la police. Je me suis simplement assise au bord du lit et j'ai respiré profondément, sentant mon cœur battre à un rythme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas de la peur. C'était une colère froide, contrôlée. Je devais comprendre qui était derrière tout ça avant d'agir. Alors j'ai remis l'ampoule exactement comme elle était. J'ai éteint la lumière et me suis couché, faisant semblant que rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Je savais que j'étais observée. Et maintenant, j'allais observer en retour. Les jours suivants, j'ai commencé à prêter attention à des choses qui passaient inaperçues auparavant. Théo, mon fils, venait me rendre visite 2 fois par semaine. Toujours gentil, toujours attentionné, toujours préoccupé par ma santé, mon alimentation, ma solitude. Il travaillait comme consultant financier à Paris et disait qu'il tenait à venir à Tours pour s'occuper de maman. Je trouvais cela adorable. Je pensais que c'était de l'amour. Mais 3 jours après avoir découvert la caméra, lors d'un déjeuner que j'avais préparé pour nous deux, il a dit quelque chose qui a glacé mon sang. Nous parlions de banalité quand, soudain, il a fait remarquer « Maman, tu dors bien ? J'ai remarqué que tu te levais plusieurs fois pendant la nuit. J'ai lâché mes couverts. Comment le sais-tu » Il a hésité une fraction de seconde. « Ah, tu l'as mentionné toi-même l'autre jour. » Je ne l'avais jamais mentionné. Jamais. Et il connaissait un détail spécifique, que j'allais aux toilettes vers 2 heures du matin, toujours. Quelque chose que seule une personne ayant vu ma chambre, la nuit, pouvait savoir. Vous connaissez ce moment où vous réalisez qu'une personne que vous aimez vous ment,
et toute la réalité autour de vous commence à s'effondrer? C'est ce que j'ai ressenti. Je n'ai rien dit. J'ai simplement souri, je me suis levée et j'ai servi le dessert. Mais à l'intérieur, j'assemblais un puzzle. Théo avait un double de mes clés depuis toujours. Il venait à l'appartement même quand je n'étais pas là. Il avait un accès total. Et maintenant, il surveillait ma chambre. La question qui martelait dans ma tête était simple et terrifiante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'un fils gagne à surveiller sa propre mère? Peut-être que vous qui m'écoutez maintenant avez aussi ressenti cette sensation de perdre pied, de découvrir que ce qui semblait être de l'attention était, en réalité, du contrôle. Je sais combien c'est difficile à accepter. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous demande de laisser un pouce en l'air sur cette vidéo et de commenter d'où vous me regardez. Savoir que je ne suis pas seul dans cette histoire me donne la force de continuer à raconter. Et abonnez-vous à la chaîne, parce que ce qui s'est passé après a été encore plus choquant. J'ai commencé à enquêter par moi-même. J'ai fouillé dans de vieux tiroirs, des papiers que je n'avais pas vus depuis des années, des relevés bancaires, et c'est là que j'ai trouvé quelque chose de troublant. Il y a 6 mois, Théo m'avait demandé de signer une procuration. Il disait que c'était pour faciliter les choses au cas où j'aurais besoin d'aide pour des questions administratives, médicales, ce genre de choses. J'avais fait confiance. J'avais signé sans vraiment lire. Maintenant, en relisant ce document, j'ai réalisé que la procuration lui donnait un accès total à mes comptes bancaires, le contrôle de mes biens, des décisions concernant ma santé. J'avais abandonné mon autonomie sans m'en rendre compte. Et il utilisait cela. Je me suis rendu à ma banque, le Crédit Agricole de la rue Nationale, et j'ai demandé un relevé détaillé des 6 derniers mois. La directrice, Madame Dupont, une femme d'âge moyen qui avait toujours été gentille avec moi, m'a remis les papiers avec un regard étrangement prudent. Quand j'ai commencé à lire, j'ai compris pourquoi. Il y avait des virements réguliers de mon compte vers celui de Théo. Petit, mais constant. 500 € ici, 700 là. Rien qui attire immédiatement l'attention, mais qui, additionné, atteignait près de 12 000 € en 6 mois. Je n'avais jamais autorisé cela. Je n'en avais jamais rien su. Madame Dupont m'a expliqué, d'une voix basse et mal à l'aise, que Théo avait utilisé la procuration pour effectuer ses mouvements. Techniquement, c'était légal. Mais moralement, c'était du vol. Je suis rentrée chez moi les jambes tremblantes et la poitrine serrée. Je me suis assise dans le fauteuil du salon, celui-là même où Pierre lisait le journal le dimanche, et j'ai laissé les larmes couler. Pas de tristesse, de révolte, de trahison. Mon fils, la personne que j'avais portée dans mon ventre, que j'avais élevée avec tout l'amour que j'avais, me volait. Et pas seulement mon argent. Il volait ma dignité, ma vie privée, ma tranquillité. La caméra n'était pas seulement de la surveillance, c'était du contrôle. C'était un moyen de s'assurer que je ne découvre pas ce qu'il faisait. De me maintenir sous observation constante, comme si j'étais une enfant qu'il fallait surveiller. Mais Théo ne savait pas une chose. Je n'étais plus cette femme qui signait des papiers sans lire. Je n'étais plus la mère naïve qui faisait aveuglément confiance. J'avais découvert la vérité. Et maintenant, j'allais utiliser cela en ma faveur. J'ai décidé de ne pas le confronter immédiatement. J'avais besoin de plus d'informations. Je devais comprendre jusqu'où allait cette toile de mensonges. Alors j'ai continué à faire semblant. J'ai continué à être la mère douce et prévisible. Mais à l'intérieur, je planifiais chaque étape. Une semaine plus tard, lors d'une de ses visites, Théo a apporté un nouveau document. Il a dit que c'était une mise à jour de la procuration pour inclure des décisions concernant d'éventuelles hospitalisations ou traitements médicaux. Il parlait avec cette voix calme et convaincante, comme s'il me rendait service. « C'est juste pour te protéger, maman. Au cas où quelque chose t'arrive, je pourrais t'aider rapidement. » J'ai pris le document, j'ai mis mes lunettes et j'ai fait semblant de lire attentivement. Mais je savais déjà ce qui était écrit là. C'était une nouvelle étape pour m'emprisonner. Un nouveau contrôle qu'il voulait avoir sur moi. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai dit, avec la voix la plus douce que j'ai pu, « Laisse-moi réfléchir, mon fils. Je vais lire tranquillement et je te le rendrai la semaine prochaine. » Il a souri. Il pensait avoir gagné. Mais j'avais déjà 10 longueurs d'avance.
Ce soir-là même, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai appelé un avocat. Monsieur Renard était un homme sérieux, d'une 50aine d'années, qui avait un cabinet près de la cathédrale de Tours. Je lui ai tout expliqué. La caméra, les virements, la procuration. Il m'a écouté en silence et, à la fin, il a dit quelque chose qui m'a donné une force que je ne savais pas avoir encore. « Madame Lefebvre, vous n'êtes pas une victime. Vous êtes une femme lucide qui a découvert un crime. Et maintenant, nous allons faire justice. » Il m'a conseillé de ne plus rien signer, de tout documenter et de rassembler des preuves. Il m'a dit que je pouvais révoquer la procuration immédiatement et porter plainte contre Théo pour abus de confiance. Mais j'ai demandé d'attendre. Je voulais tout comprendre avant d'agir. Je suis rentrée chez moi et, pour la première fois depuis des semaines, j'ai dormi tranquille. Pas parce que la situation était résolue, mais parce que j'avais enfin un plan. Je n'allais plus être la victime silencieuse. J'allais me battre. Et si vous m'écoutez maintenant, je veux que vous sachiez qu'il n'est jamais trop tard pour réagir. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle de votre propre vie. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est que la vérité était bien pire que ce que j'imaginais. La caméra n'était que la partie émergée de l'iceberg. Et ce qui allait suivre allait me montrer jusqu'où un fils peut aller lorsque l'amour se transforme en avidité. Les jours qui suivirent furent étranges, comme si je vivais dans deux réalités parallèles. D'un côté, il y avait la Marie que tout le monde voyait, celle qui faisait ses courses au marché, qui saluait les commerçants avec un sourire, qui nourrissait les pigeons sur la place Plumereau. De l'autre, il y avait la vraie Marie, celle qui calculait chaque geste, pesait chaque mot, analysait chaque détail avec une vigilance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Je continuais ma routine comme si de rien n'était, mais chaque mouvement était désormais une performance minutieusement orchestrée. Je savais que Théo me regardait à travers cette caméra, scrutant mes faits et gestes, cherchant des signes de faiblesse ou de découverte. Alors je lui donnais exactement ce qu'il voulait voir. Une vieille femme fragile, prévisible, inoffensive, dont la vie tournait autour de petites habitudes rassurantes. Mais dans ma tête, je construisais un mur de lucidité que plus rien ne pourrait abattre. Le matin, je me levais à la même heure qu'avant, je préparais mon café dans la même tasse ébréchée que Pierre m'avait offerte il y a 30 ans, je m'installais sur le balcon avec mon livre. Tout devait paraître normal, banal, sans histoire. Mais mes yeux voyaient maintenant ce qu'ils ne voyaient pas avant. Je remarquais que certains objets dans mon appartement avaient été déplacés de quelques centimètres. Une photo sur la commode qui n'était plus exactement au même endroit. Un livre dans la bibliothèque qui avait été remis à l'envers. Des signes subtils que quelqu'un venait chez moi en mon absence. Que Théo utilisait ses clés pour fouiller, chercher, contrôler. Cette découverte me donnait la nausée, mais je ne laissais rien paraître. Je remettais simplement les objets à leur place, comme si je n'avais rien remarqué, et je continuais ma journée avec le sourire. Un mardi matin, alors que je prenais mon café sur le balcon, en regardant les passants traverser la place Plumereau dans la brume légère du printemps, mon téléphone sonna. Le nom de Théo s'afficha sur l'écran. Mon cœur se serra, mais je décrochai avec la voix la plus douce possible. « Allô, mon chéri !» Il avait cette tonalité familière, celle qu'il utilisait toujours quand il voulait quelque chose, un mélange de tendresse et d'inquiétude calculée. « Maman, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Tu vas bien ? Tu as bien dormi ?» Je sentis une vague de colère monter en moi. Il me demandait comment j'avais dormi, alors qu'il savait parfaitement comment j'avais dormi. Il m'avait observé toute la nuit à travers sa caméra. Mais je gardais mon calme. « Oui, mon chéri, tout va bien. Je pensais justement à toi ce matin. » Il y eut un bref silence au bout du fil, comme s'il cherchait ses mots. Puis il dit quelque chose qui me glaça jusqu'aux os. « Maman, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Je pense que ce serait vraiment bien que tu viennes vivre avec moi à Paris. Comme ça, je pourrais mieux m'occuper de toi. Tu ne serais plus toute seule dans cet appartement qui devient trop grand pour toi. » Ma main serra la tasse de café si fort que je crus qu'elle allait se briser entre mes doigts. Mes jointures blanchirent sous la pression. « C'est très gentil, Théo, mais j'aime ma maison, j'aime Tours. Toute ma vie est ici, mes souvenirs, mes habitudes, mes amis. » Ma voix restait douce, mais mon esprit hurlait. Il voulait me déraciner, me sortir de mon environnement,
me placer sous son contrôle total. Il insista, sa voix devenant légèrement plus pressante. « Mais maman, tu es seule? Et si quelque chose t'arrive? Si tu tombes dans l'escalier? Si tu as un malaise et que personne n'est là pour t'aider? Je m'inquiète pour toi constamment. Ça me ronge de savoir que tu es là-bas, sans personne. » Je savais exactement ce qu'il faisait. Il plantait des graines de peur dans mon esprit. Il voulait que je doute de ma capacité à vivre seule, que je me sente vulnérable, dépendante. Il voulait me convaincre que j'avais besoin de lui, que sans lui, je n'étais qu'une vieille femme fragile, incapable de prendre soin d'elle-même. Mais ce qu'il ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est que j'avais déjà percé à jour son stratagème. Que chaque mot qu'il prononçait ne faisait que confirmer mes soupçons. Je répondis avec une patience que je ne ressentais pas vraiment. « Je te remercie de te soucier de moi, mon fils. Vraiment. Mais je me sens bien ici. Je suis en bonne santé. J'ai mes repères. Si jamais je change d'avis, je te le dirai en premier. Tu es la personne la plus importante dans ma vie. » Ces derniers mots me brûlèrent la gorge comme du poison, mais je les prononçais avec toute la conviction que je pus rassembler. Il fallait qu'il me croie, qu'il pense que j'étais toujours cette mère aimante et naïve qui lui faisait confiance sans condition. Il raccrocha après quelques banalités, mais je perçus une froideur à peine dissimulée dans sa voix, une frustration contenue. Il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Je restais là, sur mon balcon, à regarder le ciel gris de Mars s'étendre au-dessus des toits de Tours, me demandant comment j'avais pu élever un homme capable de tant de manipulation. Où avais-je échoué dans son éducation? À quel moment l'amour que je lui avais donné s'était-il transformé en cette soif de contrôle et d'argent? Ces questions me torturaient l'esprit, creusant des sillons douloureux dans ma conscience. Mais je savais que ce n'était pas le moment de m'apitoyer sur moi-même ou de chercher des réponses à des questions qui n'en avaient peut-être pas. Je devais rester concentré. Je devais agir avec intelligence et précision. Le lendemain matin, je retournai voir Monsieur Renard dans son cabinet près de la cathédrale. La matinée était fraîche et humide, typique de la vallée de la Loire au printemps. Il m'accueillit dans son bureau sobre et élégant, avec ses bibliothèques remplies de codes juridiques aux reliures sombres et une grande fenêtre donnant sur la Loire qui coulait paisiblement en contrebas. Je lui racontais l'appel de Théo, ses tentatives de plus en plus pressantes pour me faire quitter mon appartement, cette insistance qui sonnait comme une menace déguisée en sollicitude. Monsieur Renard hocha la tête gravement, ses yeux plissés derrière ses lunettes fines. « C'est un schéma classique, Madame Lefebvre, vraiment classique. D'abord, on isole la personne de son environnement familier. Ensuite, on la rend dépendante psychologiquement. Puis on prend le contrôle total de sa vie, de ses biens, de ses décisions. Mais nous allons l'arrêter avant qu'il n'aille plus loin. » Il ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit un document officiel. « Voici une révocation de procuration. En signant ce document, vous retirez immédiatement à votre fils tout accès à vos comptes bancaires et à vos décisions personnelles. C'est un acte fort, Madame Lefebvre. Mais je dois vous prévenir, une fois que vous aurez signé, il saura que vous avez découvert la vérité. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Vous devez être prête à affronter sa réaction qui risque d'être violente. Pas physiquement peut-être, mais émotionnellement. Il va essayer de vous faire culpabiliser, de vous faire douter, de retourner la situation contre vous. » Je pris le stylo que Monsieur Renard me tendait. Ma main trembla légèrement. Pas de peur cette fois, mais de rage contenue, d'une colère froide qui bouillonnait sous ma peau comme de la lave. Je pensais à Pierre, à ce qu'il dirait s'il était là. Il me dirait de me battre, de ne jamais laisser personne me voler ma dignité. Je signai le document d'un geste ferme et décidé. Monsieur Renard prit immédiatement le papier et le scanna pour l'enregistrer officiellement. « C'est fait, Madame Lefebvre. À partir de cet instant précis, votre fils n'a plus aucun pouvoir légal sur vous, plus aucun accès à vos finances, plus aucune autorité sur vos décisions médicales ou personnelles. Vous êtes libre. » Je le remerciai et sortis de son bureau avec un sentiment étrange et contradictoire. C'était un mélange de soulagement profond et de tristesse écrasante. Soulagement d'avoir enfin repris le contrôle de ma vie, de mes choix, de mon avenir.
tristesse de réaliser que j'étais désormais en guerre ouverte contre mon propre fils, contre l'enfant que j'avais porté, nourri, élevé avec tout l'amour dont j'étais capable. Comment en étions-nous arrivés là? Comment une relation qui aurait dû être sacrée avait-elle pu se transformer en ce champ de bataille silencieux? Ce soir-là, vers 18h, je reçus un appel de la banque. C'était Monsieur Bertrand, le directeur du Crédit Agricole, et sa voix trahissait une certaine urgence. « Madame Lefebvre, pourriez-vous passer me voir demain matin? C'est important, vraiment important. » Je sentis mon estomac se nouer. Que se passe-t-il? Il hésita une seconde. Je préférerais vous en parler en personne. Disons, 9h? J'acceptais, même si l'angoisse commençait à me ronger de l'intérieur. Le lendemain matin, je me rendis au Crédit Agricole dès l'ouverture. La rue nationale était encore calme, avec seulement quelques commerçants qui ouvraient leurs boutiques. Monsieur Bertrand m'attendait dans son bureau, l'air visiblement soucieux et mal à l'aise. Il me fit asseoir et ferma la porte derrière moi. « Madame Lefebvre, nous avons un problème, un sérieux problème. Votre fils a tenté de faire un retrait important ce matin, très tôt, dès l'ouverture des services en ligne, 15 000 €. C'est une somme considérable. Mais avec la révocation de procuration que nous avons enregistrée hier, nous avons immédiatement bloqué l'opération. Il est, disons, extrêmement contrarié. Mon cœur battait si fort que je l'entendais résonner dans mes oreilles. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Monsieur Bertrand soupira profondément, visiblement embarrassé. Il a exigé de savoir pourquoi la procuration avait été révoquée. Il criait au téléphone, affirmait que c'était une erreur, que vous n'étiez plus en état de prendre de telles décisions. Il a même menacé de porter plainte contre notre établissement pour entrave et manquement à nos obligations. Mais nous lui avons calmement expliqué que c'était votre décision souveraine et que nous avions l'obligation légale de la respecter. Il a raccroché violemment et nous avons reçu 3 autres appels de sa part dans l'heure qui a suivi. Je savais exactement ce qui allait se passer. Théo n'allait pas accepter cette défaite. Il allait débarquer chez moi et il allait exiger des explications, me faire une scène, essayer de me manipuler pour que je revienne sur ma décision. Je devais me préparer mentalement à cette confrontation. Je rentrais chez moi d'un pas décidé, malgré mes jambes qui tremblaient légèrement. Et pour la première fois depuis des semaines, je décrochais délibérément la caméra du plafond. Je la posais sur la table de la cuisine, bien en évidence, comme une pièce à conviction dans un procès à venir. Puis je m'assis dans mon fauteuil et attendis, les mains croisées sur mes genoux, le cœur battant mais l'esprit clair. Il arriva 2 heures plus tard, comme je l'avais prévu. Je l'entendis monter les escaliers rapidement, ses pas lourds et précipités résonnant dans la cage d'escalier comme des coups de tonnerre. Il ouvrit la porte avec sa clé, sans frapper, sans s'annoncer, et entra comme une tempête dévastatrice. « Maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu as révoqué la procuration? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a pris ?» Son visage était rouge de colère, ses veines palpitaient sur son front, ses poings serrés le long de son corps. Je le regardais calmement, assise dans mon fauteuil, sans me lever, sans montrer la moindre émotion sur mon visage. Parce que j'ai découvert ce que tu faisais, Théo. Les transferts d'argent que je n'ai jamais autorisés, les mensonges répétés, et surtout, ça. Je pointais la caméra sur la table avec un geste lent et délibéré. Son visage devint instantanément blanc comme un linge. Toute la couleur disparut de ses joues. Il ouvrit la bouche, chercha désespérément ses mots, mais aucun son ne sortit pendant plusieurs secondes interminables. Puis il essaya de se ressaisir, de reprendre le contrôle de la situation. « Maman, tu ne comprends pas. Tu ne comprends vraiment pas. Je faisais ça pour te protéger. Tu es fragile, tu vieillis, tu oublies parfois des choses. J'avais besoin de m'assurer que tu allais bien, que tu étais en sécurité. C'est pour ton bien que j'ai fait tout ça. » « Pour mon bien ?» Ma voix était calme, presque trop calme, mais chaque mot était une lame acérée. « Tu me volais, Théo. Tu prenais mon argent sans mon autorisation. Tu me surveillais comme une prisonnière dans ma propre maison. Tu voulais me faire quitter mon appartement pour avoir le contrôle total de ma vie. Ce n'est pas de la protection, c'est de l'abus, c'est de la manipulation, c'est une trahison. » Il se mit à crier, sa voix montant d'un cran, remplissant tout l'appartement. « Tu ne sais pas ce que c'est.
Tu ne sais pas ce que c'est de s'occuper de quelqu'un. Tu ne sais pas l'inquiétude que j'ai pour toi chaque jour. J'ai des dettes énormes, maman, des dettes qui m'étouffent. J'ai des problèmes financiers graves que tu ne peux même pas imaginer. Et toi, tu es là, assise confortablement sur cet appartement qui vaut une fortune, sur tout cet argent que papa a laissé, et tu ne fais rien. Tu vis ta petite vie tranquille et égoïste, pendant que moi, je me bats pour survivre, pour ne pas couler. Voilà. La vérité venait enfin de sortir, brutale et sans phare. Ce n'était pas de l'amour filial. Ce n'était pas de l'inquiétude légitime. C'était de la cupidité pure et simple. Il voulait mon argent. Il voulait mon appartement. Il voulait que je disparaisse de l'équation pour qu'il puisse tout prendre, tout vendre, tout dépenser pour régler ses propres problèmes. Je me levai lentement, très lentement, en le regardant droit dans les yeux, sans ciller. « Théo, tu es mon fils. Je t'ai donné la vie. Je t'ai élevé du mieux que j'ai pu, avec toutes mes forces, tout mon amour. Mais je ne vais pas te laisser me détruire. Je ne vais pas te laisser me voler ce que ton père a construit pour nous. Sors de chez moi. Maintenant. Tout de suite. » Il me regarda avec un mélange de rage, d'incrédulité et quelque chose qui ressemblait presque à de la haine. « Tu me mets dehors? Tu me mets vraiment dehors? Ta propre mère me chasse comme un chien ?» Je ne répondis pas. Je pointai simplement la porte du doigt, mon bras tendu et ferme. Il attrapa son manteau avec des gestes brusques, me lança un regard de mépris absolu et partit en claquant la porte si violemment que les cadres au mur tremblèrent et qu'un vase faillit tomber de la commode. Je restai debout au milieu du salon, seul dans le silence assourdissant qui suivit, le cœur battant à tout rompre, les jambes tremblantes, mais la tête haute, le dos droit. J'avais fait ce qui devait être fait. J'avais choisi ma dignité plutôt que la paix factice. Mais ce que je ne savais pas encore, ce que je ne pouvais pas imaginer, c'est que Théo n'allait pas abandonner si facilement, qu'il n'allait pas accepter cette défaite, et que ce qui allait suivre allait me montrer jusqu'où il était vraiment prêt à aller pour obtenir ce qu'il voulait. Les semaines qui suivirent furent un mélange étrange et déstabilisant de paix retrouvée et d'angoisse latente qui ne me quittait jamais vraiment. Théo ne m'avait pas recontacté depuis notre violente confrontation, et une partie naïve de moi espérait désespérément que c'était terminé, que cette histoire cauchemardesque était enfin derrière moi. Que mon fils avait finalement compris la gravité de ses actes, mesuré l'ampleur de sa trahison, et qu'il allait me laisser tranquille, me permettre de retrouver une vie normale. Mais une autre partie de moi, celle qui avait appris à se méfier, celle qui s'était endurcie au fil de ces découvertes douloureuses, savait que ce silence n'était pas de la résignation. C'était de la stratégie. C'était le calme avant la tempête. Je profitais de ces journées paisibles pour retrouver mes habitudes, mes petits plaisirs simples qui m'avaient manqué pendant toute cette période de tension. Je me promenais le long de la Loire, regardant les eaux grises refléter le ciel changeant du printemps. Je m'arrêtais dans mes cafés préférés, je discutais avec les commerçants du marché qui me connaissaient depuis des années. Je lisais sur mon balcon, enveloppé dans un châle que Pierre m'avait offert lors de notre dernier anniversaire de mariage. Ces moments de normalité me faisaient du bien, me rappelaient qui j'étais vraiment avant que tout ne bascule. Un matin d'avril, alors que je prenais mon petit déjeuner sur le balcon, en profitant du soleil timide qui réchauffait enfin Tours après des semaines de temps gris et pluvieux, j'entendis le facteur glisser quelque chose dans ma boîte aux lettres. Le bruit métallique résonna dans le silence de l'appartement. Je descendis et trouvai une enveloppe épaisse, officielle, qui portait le sceau d'un cabinet d'avocats parisien que je ne connaissais pas. Mon cœur se serra immédiatement. Mes mains devinrent moites. J'ouvris l'enveloppe avec des doigts tremblants et lus son contenu, ligne par ligne, le souffle coupé. Théo me poursuivait en justice. Il demandait une mise sous tutelle pour incapacité manifeste à gérer ses affaires et signes évidents de démence sénile précoce. Les mots dansaient devant mes yeux, flous, insupportables. Il citait comme preuve mes décisions irrationnelles et incohérentes récentes, notamment la révocation de la procuration sans raison valable ni explication claire. Il mentionnait également des comportements erratiques observés lors de conversations téléphoniques et des oublis répétés signalant une dégradation cognitive.
Il demandait une expertise médicale psychiatrique obligatoire pour évaluer mon état mental, ainsi qu'une enquête sociale pour déterminer si je pouvais encore vivre seul en toute sécurité. Je restais figé sur place, la lettre tremblant entre mes mains, incapable de respirer normalement. Mon propre fils, la chair de ma chair, me traitait de folle devant la justice. Il utilisait la loi, le système judiciaire, toute la machinerie administrative pour me faire passer pour une vieille femme démente qui ne savait plus ce qu'elle faisait, qui représentait un danger pour elle-même. Et le pire, ce qui me glaçait vraiment le sang, c'est qu'il savait exactement comment s'y prendre. Il connaissait les failles du système, les préjugés tenaces contre les personnes âgées. Il savait que les vieilles femmes sont souvent considérées comme fragiles, vulnérables, incapables de prendre des décisions rationnelles. Et il allait utiliser ces stéréotypes cruels contre moi, sa propre mère. Je dus m'asseoir tant mes jambes flageolaient. Les larmes montèrent, brûlantes, mais je les retins de toutes mes forces. Je refusais de pleurer, je refusais de me laisser abattre. Je me rendis immédiatement chez Monsieur Renard, marchant d'un pas rapide malgré l'angoisse qui m'étreignait la poitrine. Il lut la lettre attentivement, son visage devenant de plus en plus sombre, à mesure qu'il parcourait les paragraphes. Quand il eut terminé, il retira ses lunettes et se massa l'arête du nez, visiblement contrarié. « C'est grave, Madame Lefebvre. Très grave. Extrêmement grave même. Si un juge décide qu'il y a matière à enquête, et malheureusement c'est fort probable vu la façon dont la demande est formulée, vous allez devoir passer une expertise psychiatrique complète. Ce sera long, invasif, humiliant même. Et même si vous êtes déclarée parfaitement saine d'esprit, ce qui sera certainement le cas, le simple fait que cette procédure existe dans votre dossier peut vous causer un tort immense et durable. Votre fils le sait parfaitement. Il essaie de vous salir publiquement, de détruire votre réputation, de faire douter tout le monde de votre capacité à gérer votre vie. Je sentis la colère remplacer progressivement la peur. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne vais pas rester les bras croisés pendant qu'il détruit ma vie. Monsieur Renard prit une profonde inspiration, réfléchissant visiblement à la meilleure stratégie. Nous allons contre-attaquer, Madame Lefebvre. Nous allons porter plainte pour abus de confiance, détournement de fonds et violation grave de votre vie privée avec cette caméra et ce micro que vous avez découvert. Nous allons montrer au juge qui est vraiment la victime dans cette histoire. Nous allons rassembler tous les témoignages possibles, votre banquière, vos voisins, vos amis, quiconque peut attester de votre lucidité parfaite. Mais je dois vous prévenir avec honnêteté, ça va être long, très long. Ça va être douloureux, épuisant, et ça va exposer votre vie privée de manière dont vous n'avez pas idée. Je suis prête, dis-je, sans la moindre hésitation. Je suis parfaitement prête. Je ne vais pas le laisser gagner, jamais. Les jours suivants furent un tourbillon incessant d'activités juridiques et administratives qui me laissaient épuisé chaque soir. Monsieur Renard déposa notre plainte au pénal. Nous rassemblâmes méthodiquement toutes les preuves dont nous disposions, les relevés bancaires détaillés montrant les transferts non autorisés sur 6 mois, la caméra que j'avais soigneusement conservée comme pièce à conviction, le micro-enregistreur trouvé derrière le tableau, les témoignages écrits de Madame Dupont de la banque confirmant que je n'avais jamais autorisé ces mouvements financiers. Nous construisions un dossier solide, imparable, qui démontrait, noir sur blanc, la manipulation dont j'avais été victime. Mais Théo, de son côté, ne restait pas inactif non plus. Il tissait sa propre toile avec une efficacité qui me terrifiait. Un après-midi pluvieux, alors que je rentrais de mes courses au marché de Saint-Pierre-des-Corps, chargé de sacs qui pesaient lourd dans mes bras fatigués, je trouvai 2 personnes attendant devant ma porte d'entrée. Un homme d'une 50aine d'années, en costume gris strict, et une femme du même âge, habillée de manière tout aussi formelle, l'air professionnel et distant. « Madame Lefebvre ?» demanda la femme avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Nous sommes mandatés par le tribunal de grande instance de Paris pour effectuer une évaluation préliminaire de votre situation dans le cadre de la procédure de tutelle initiée par votre fils. » Mon sang se glaça dans mes veines. « Une évaluation ?» répétai-je, la voix blanche. L'homme intervint, sortant une carte officielle. « C'est une procédure standard et obligatoire quand une demande de tutelle est déposée. Nous aimerions simplement vous poser quelques questions
visiter votre domicile, observer comment vous vivez au quotidien. Rien de bien méchant, rassurez-vous. Je savais que je n'avais absolument pas le choix. Si je refusais de les laisser entrer, si je m'opposais à cette visite, ça jouerait immédiatement contre moi dans le dossier. On pourrait dire que j'avais quelque chose à cacher, que je n'étais pas coopérative, que je montrais des signes de paranoïa. Alors je ravalai ma fierté et je les fis entrer dans mon appartement, dans mon espace intime qui était violé une fois de plus. Ils passèrent plus de 2 heures chez moi, inspectant chaque recoin avec une minutie qui me mettait profondément mal à l'aise. Ils me posèrent des centaines de questions sur ma routine quotidienne, mes finances personnelles, ma santé physique et mentale, mes relations sociales, mes capacités cognitives. Quelle est la date d'aujourd'hui? Quel jour sommes-nous? Qui est le président de la République? Pouvez-vous compter à rebours de 100 en retirant 7 à chaque fois? Ils inspectèrent minutieusement mon appartement, ouvrant mes placards, vérifiant l'état de mon réfrigérateur, examinant mes factures, notant absolument tout sur leurs tablettes électroniques avec des hochements de tête qui ne laissaient rien transparaître. Je répondis à chaque question calmement, avec précision et clarté, montrant que j'étais parfaitement lucide, organisée, capable. Mais je voyais dans leur regard cette forme de condescendance typique, ce paternalisme qui transparaissait malgré leur professionnalisme apparent. Comme s'ils avaient déjà décidé, avant même d'arriver, que j'étais une pauvre vieille femme, un peu perdue, incapable de se débrouiller vraiment seule, qui avait besoin qu'on prenne des décisions à sa place pour son propre bien. Cette attitude me révoltait, mais je gardais mon calme. Je ne devais surtout pas montrer de colère ou d'émotion excessive. Tout pouvait être utilisé contre moi. Quand ils partirent enfin, après ce qui me sembla une éternité, je m'effondrai littéralement sur mon canapé, complètement épuisé physiquement et émotionnellement, humilié au plus profond de mon être. J'avais l'impression d'avoir été mise à nu, disséquée, jugée comme un spécimen de laboratoire. Les larmes que j'avais retenues pendant toute leur visite coulèrent enfin librement sur mes joues ridées. Ce soir-là, vers 20 heures, je reçus un appel de ma voisine, Madame Rousseau. Sa voix était tendue, inquiète. « Marie, il faut absolument que je te parle. C'est important, très important. » Mon cœur s'accéléra. « Que se passe-t-il » Elle hésita, puis se lança. « J'ai croisé ton fils cet après-midi, vers 16 heures. Il était dans la rue, juste en bas de notre immeuble. Il discutait avec ces 2 personnes qui sont venues chez toi. J'étais sur mon balcon et je les ai vues. Je n'ai pas tout entendu, évidemment. Mais j'ai quand même capté des bribes de conversation. J'ai entendu ton fils dire clairement qu'il fallait accélérer les choses et que plus vite elles seraient placées, mieux ce serait pour tout le monde. » Mon cœur s'arrêta littéralement de battre pendant 1 seconde. « Placé ? Il a vraiment dit placé ?» Madame Rousseau soupira tristement. « Oui, Marie. Je suis absolument certaine de ce que j'ai entendu. Je crois qu'il parlait de te mettre dans une maison de retraite médicalisée, de te faire interner. Je suis tellement désolée de devoir te dire ça, mais je pensais que tu devais savoir. » Je raccrochais, le souffle complètement coupé, les mains tremblantes. Théo ne voulait pas juste mon argent ni mon appartement. Il voulait m'enfermer. Il voulait me faire mettre sous tutelle complète, puis me placer dans une institution où je serais coupée du monde, isolée, sans défense. Il voulait me retirer toute liberté, toute dignité, toute autonomie, pour pouvoir disposer librement de mes biens comme bon lui semblait, les vendre, les dépenser, tout liquider sans que je puisse m'y opposer. C'était au-delà de la simple cupidité. C'était de la cruauté pure, calculée, délibérée. Mais cette révélation terrifiante, aussi douloureuse et choquante soit-elle, me donna paradoxalement une clarté nouvelle, une détermination renforcée. Je ne pouvais plus me contenter de simplement me défendre passivement. Je devais attaquer de front. Je devais trouver quelque chose de concret, de solide, qui retournerait complètement la situation en ma faveur. Quelque chose que Théo n'avait absolument pas prévu dans ses calculs machiavéliques. Je passais toute la nuit éveillée à réfléchir intensément, tournant et retournant le problème dans ma tête. Et au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil perçaient à travers les rideaux, j'eus une idée. Une idée simple mais brillante. Si Théo m'avait surveillée avec une caméra installée dans ma chambre, peut-être qu'il ne s'était pas arrêté là.
Peut-être qu'il y avait d'autres dispositifs cachés dans mon appartement, d'autres traces de sa surveillance obsessionnelle, d'autres preuves de son comportement criminel. Je commençais à fouiller mon appartement méthodiquement, systématiquement, pièce par pièce, avec une attention minutieuse aux moindres détails. Je vérifiais toutes les prises électriques, démontant les caches-prises un par un. J'examinais tous les cadres accrochés au mur, passant mes doigts derrière chacun. Je feuilletais tous mes livres dans la bibliothèque. Je regardais sous les meubles, derrière les rideaux, dans les placards. Et c'est dans ma chambre à coucher, derrière un tableau représentant la Loire au coucher du soleil que Pierre avait acheté lors d'une brocante et qui était accroché au mur depuis plus de 15 ans, que je trouvais quelque chose de glaçant. Un petit appareil noir, pas plus gros qu'une boîte d'allumettes. Un micro-enregistreur professionnel. Il était encore actif, une minuscule diode verte clignotant faiblement dans la pénombre. Depuis combien de temps exactement Théo écoutait-il toutes mes conversations privées, mes appels téléphoniques avec mes amis, mes rendez-vous confidentiels avec mon avocat, mes moments d'intimité, mes pleurs solitaires, mes pensées exprimées à voix haute quand je me croyais seule? L'horreur de cette découverte me submergea comme une vague glacée. Mais je ne touchais à rien. Absolument rien. Je pris plusieurs photos détaillées avec mon téléphone portable sous différents angles, documentant soigneusement l'emplacement exact du dispositif. Puis j'appelai immédiatement Monsieur Renard, malgré l'heure matinale. J'ai trouvé un autre dispositif d'espionnage, un micro-enregistreur. Il est toujours actif. Il m'espionne depuis des mois, peut-être même des années entières. Il y eut un silence impressionnant au bout du fil. Puis Monsieur Renard dit, avec une note de satisfaction à peine contenue dans la voix, « Madame Lefebvre, vous venez littéralement de lui donner la corde pour se pendre lui-même. L'enregistrement clandestin de conversations privées est un délit pénal grave, passible de prison ferme. Avec cette preuve matérielle irréfutable, nous pouvons non seulement faire annuler immédiatement sa demande de tutelle, mais aussi le poursuivre au pénal pour atteinte grave à la vie privée. Ne touchez surtout à rien. J'envoie un huissier de justice aujourd'hui même pour constater officiellement et saisir les preuves matérielles. » L'huissier, maître Dubois, vint dans l'après-midi même. C'était un homme méticuleux d'une 60aine d'années qui prit son travail très au sérieux. Il constata officiellement la présence de la caméra et du micro, photographia tout sous tous les angles possibles, mesura les distances, nota les moindres détails techniques, rédigea un procès-verbal extrêmement précis de plusieurs pages. Tout était documenté, daté, signé, tamponné, officiel, absolument irréfutable devant n'importe quel tribunal. Théo avait commis une erreur monumentale, et cette erreur criminelle allait lui coûter très cher. 2 semaines plus tard, nous étions convoqués au tribunal de grande instance de Tours pour une audience préliminaire qui déterminerait la suite de la procédure. Je m'y rendis accompagné de Monsieur Renard, vêtu sobrement mais élégamment, le cœur battant à tout rompre mais la tête haute, le dos droit, refusant de montrer la moindre faiblesse. Théo était déjà là quand nous arrivâmes, accompagné de son avocat, un homme bedonnant au costume froissé et à la cravate mal nouée qui ne m'inspirait aucune confiance professionnelle. Quand nos regards se croisèrent dans le couloir du tribunal, je vis quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant chez mon fils, de la peur pure, une terreur à peine dissimulée. Il savait qu'il avait perdu, il le savait parfaitement. Le juge qui présidait l'audience était une femme impressionnante d'une 50aine d'années, Madame le juge Mercier, au regard perçant et intelligent qui ne laissait rien passer. Elle écouta attentivement les 2 parties avec une concentration totale. Monsieur Renard présenta méthodiquement toutes nos preuves, les relevés bancaires montrant les transferts non autorisés sur 6 mois, la caméra espion, le micro-enregistreur, le procès-verbal détaillé de l'huissier, le témoignage écrit de ma voisine Madame Rousseau, les attestations de Madame Dupont de la banque. L'avocat de Théo tenta désespérément de minimiser, de relativiser, de dire que tout ça relevait simplement d'une inquiétude légitime et compréhensible pour une mère âgée vivant seule. Mais le juge Mercier n'était absolument pas dupe de cette rhétorique creuse. Elle le coupa sèchement, d'une voix glaciale. « Maître, l'inquiétude filiale, aussi légitime soit-elle, ne justifie en aucun cas l'espionnage illégal,
la violation caractérisée de la vie privée, ni le détournement manifeste de fonds. Votre client a gravement et délibérément enfreint la loi pénale. Les faits sont établis de manière irréfutable. Elle se tourna ensuite vers moi et son regard s'adoucit imperceptiblement. Madame Lefebvre, après examen approfondi de votre dossier complet, après analyse de votre comportement aujourd'hui dans cette salle d'audience, après lecture des témoignages nombreux attestant de votre parfaite lucidité, je constate que vous êtes manifestement parfaitement capable, lucide, cohérente et tout à fait apte à gérer vos affaires personnelles et financières. La demande de mise sous tutelle formulée par votre fils est par conséquent purement et simplement rejetée dans son intégralité. De plus, je transmets immédiatement ce dossier au procureur de la République pour ouverture d'une enquête pénale concernant les faits graves d'abus de confiance, de détournement de fonds et d'atteinte caractérisée à la vie privée. Je sentis un poids immense, écrasant, s'envoler instantanément de mes épaules. J'avais gagné. J'avais vraiment gagné. Mais quand je regardais Théo, assis sur le banc en face, je ne vis aucune victoire personnelle. Je vis seulement un homme complètement brisé, détruit. Un homme qui avait tout perdu en voulant tout prendre. Ses épaules s'étaient affaissées, son visage était devenu cendreux, ses mains tremblaient légèrement. Et malgré absolument tout ce qu'il m'avait fait subir, malgré toute la douleur immense qu'il m'avait infligée, malgré la trahison qui me déchirait encore le cœur, une partie de moi, cette partie maternelle impossible à tuer complètement, ressentit malgré tout une profonde tristesse. Parce qu'au fond de mon cœur meurtri, malgré tout, c'était toujours mon fils. L'enfant que j'avais porté, nourri, bercé. Mais cette tristesse, aussi réelle et douloureuse soit-elle, ne changerait absolument rien à la réalité. Il avait fait ses choix, des choix terribles, cruels, impardonnables. Et maintenant, il devrait inévitablement en assumer toutes les conséquences. Les mois qui suivirent à l'audience furent une période profonde de reconstruction intérieure. Non pas de ma vie matérielle, car ma vie n'avait jamais vraiment été détruite dans sa substance, mais de ma confiance en l'humanité, en la famille et surtout en moi-même. J'avais appris quelque chose de fondamental, quelque chose d'essentiel durant cette épreuve terrible qui m'avait transformé. La vieillesse n'est absolument pas synonyme de faiblesse. C'est même parfois tout le contraire. Et l'amour d'une mère, aussi puissant et inconditionnel soit-il, ne doit jamais devenir une prison dorée qui l'empêche de se défendre, de protéger sa dignité, de préserver son intégrité. Théo fut finalement condamné à 6 mois de prison avec sursis, une peine qui me parut à la fois trop sévère et insuffisante. Le tribunal lui ordonna également de me rembourser intégralement toutes les sommes détournées, soit exactement 12 473 €, plus l'intégralité des frais juridiques qui s'élevaient à plusieurs milliers d'euros supplémentaires. Le juge lui interdit formellement tout contact direct ou indirect avec moi pendant une période de 3 années complètes, sauf si j'en faisais personnellement et explicitement la demande écrite. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai jamais fait. Pas par rancune pure, pas par désir de vengeance, mais simplement parce que j'avais désespérément besoin de temps, de distance émotionnelle, de paix intérieure, de silence réparateur. Le printemps céda progressivement la place à l'été, et Tours se para de ses plus belles couleurs estivales. Les terrasses animées de la place Plumereau se remplissaient chaque soir de touristes venus du monde entier et de rires chaleureux qui résonnaient jusqu'à tard dans la nuit. La vie reprenait son cours normal, mais pour moi, rien ne serait plus jamais exactement comme avant. J'avais changé, profondément, irrémédiablement. Un matin ensoleillé de juin, alors que je prenais mon café sur le balcon en regardant les hirondelles danser dans le ciel bleu éclatant, je reçus une lettre inattendue. L'écriture sur l'enveloppe était féminine, élégante, inconnue. Pas de mon fils, mais de sa femme, Camille, que je n'avais pratiquement pas revue depuis des années entières. Théo et elle s'étaient mariés très discrètement, presque en cachette, et notre relation avait toujours été distante, polie mais froide, sans véritable connexion émotionnelle. Elle m'écrivait pour s'excuser, une longue lettre de plusieurs pages, écrite à la main, où elle déversait son cœur. Elle disait qu'elle n'avait absolument rien su de ce que Théo faisait dans mon dos,
qu'elle était profondément horrifiée et dégoûtée quand elle avait finalement découvert toute la vérité sordide lors du procès. Elle m'expliquait qu'elle l'avait immédiatement quitté à cause de ses actes, refusant de rester avec un homme capable d'une telle trahison envers sa propre mère. Elle me demandait, avec une humilité touchante, si je pouvais trouver en moi la force de lui pardonner de ne pas avoir vu plus tôt qui il était vraiment devenu, quel monstre se cachait derrière le masque du fils attentionné. Je lus sa lettre plusieurs fois, laissant ces mots résonner en moi. Puis, je lui répondis, non pas pour la blâmer ou l'absoudre complètement, mais pour lui dire quelque chose de simple et de vrai. Nous avons toutes été aveugles à un moment ou un autre de notre vie. L'important, ce qui compte vraiment, c'est d'ouvrir enfin les yeux quand il est encore temps de changer les choses. Vous l'avez fait, et cela demande un courage que beaucoup n'ont pas. Elle me remercia dans une nouvelle lettre touchante, m'informant qu'elle avait trouvé un emploi stable à Tours comme bibliothécaire municipale et qu'elle espérait sincèrement qu'un jour, quand les blessures seraient moins vives, nous pourrions peut-être prendre un café ensemble, simplement parler, essayer de reconstruire quelque chose. Je lui répondis que oui, volontiers. Un jour, quand je serais vraiment prête, quand mon cœur aurait suffisamment cicatrisé. Ce qui me surprit profondément durant toute cette période de reconstruction, ce fut l'extraordinaire soutien que je reçus de personnes que je connaissais à peine, des gens qui n'avaient aucune obligation envers moi. Madame Rousseau, ma fidèle voisine du même étage, vint me voir pratiquement tous les jours pour prendre de mes nouvelles et m'apporter ces délicieux gâteaux maison qui me rappelaient ceux de mon enfance. Monsieur Bertrand, le directeur du Crédit Agricole, m'appela personnellement à plusieurs reprises pour me dire que si j'avais besoin de quoi que ce soit, de conseils financiers ou simplement d'une oreille attentive, il était toujours disponible pour moi. Même Madame Dupont, la conseillère bancaire qui avait été la toute première à m'alerter discrètement sur les transferts suspects, passa me voir un dimanche après-midi avec un bouquet de fleurs fraîches du marché pour me dire qu'elle admirait profondément mon courage, ma force, ma capacité à me battre contre l'injustice. Ces petites attentions quotidiennes, ces gestes simples mais sincères, me montrèrent quelque chose de fondamental que j'avais parfois oublié dans ma solitude. Je n'étais pas seule au monde. La vraie famille, la famille qui compte vraiment, ce n'est pas toujours celle du sang, celle que le hasard de la naissance nous donne. C'est celle qui choisit de rester présente quand tout s'effondre autour de nous. C'est celle qui tend la main dans l'obscurité. Un matin de juillet particulièrement chaud, je reçus une visite totalement inattendue. C'était Monsieur Renard, mon avocat, celui qui m'avait défendu avec tant de conviction et de talent. Il venait me voir, non pas pour une nouvelle affaire juridique, mais pour me proposer quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qui allait changer ma perspective sur toute cette épreuve. Madame Lefebvre, j'ai été contactée récemment par une association nationale qui aide spécifiquement les personnes âgées, victimes d'abus financiers, psychologiques ou familiaux. Ils cherchent activement des témoins, des personnes courageuses qui accepteraient de raconter publiquement leur histoire pour sensibiliser le grand public à ces violences silencieuses, pour encourager d'autres victimes à parler, à se défendre. J'ai immédiatement pensé à vous, à votre parcours, à votre force. Je restais silencieuse un long moment, digérant cette proposition inattendue. Raconter mon histoire, exposer publiquement ma douleur la plus intime, ma honte cachée, ma colère rentrée, la trahison de mon propre fils. L'idée me terrifiait. Et puis, progressivement, je réalisais quelque chose d'important. Ce n'était pas de la honte que je devais ressentir face à ce qui m'était arrivé. Absolument pas. C'était de la fierté. Une fierté légitime. J'avais survécu à l'impensable. J'avais trouvé le courage de me battre contre mon propre enfant. J'avais lutté pour ma dignité. J'avais gagné contre toute attente. Et si mon histoire douloureuse pouvait aider une seule personne, une seule femme âgée quelque part en France, à se défendre, à ne pas rester enfermée dans le silence destructeur, alors chaque seconde de souffrance en aurait finalement valu la peine. J'acceptais sans plus hésiter. Quelques semaines plus tard, par une chaude journée d'août, je me retrouvais dans une grande salle de conférence moderne à Paris, face à une 50aine de personnes attentives, des travailleurs sociaux dévoués, des avocats spécialisés, des bénévoles passionnés d'associations, des journalistes intéressés.
Je leur racontais absolument tout, sans rien omettre. La caméra cachée dans mon plafond, les transferts d'argent effectués en secret, le procès humiliant, la tentative de me faire passer pour folle, la procédure de tutelle. Je leur parlais ouvertement de la peur paralysante, de la trahison déchirante, du sentiment d'avoir été dépouillé de tout. Mais je leur parlais aussi, et surtout, de la force insoupçonnée que j'avais découverte au plus profond de moi-même, une force que je ne savais même pas posséder. Quand je terminais mon témoignage, la gorge serrée par l'émotion, il y eut un silence impressionnant dans toute la salle. Un silence respectueux, chargé d'émotion. Puis des applaudissements sincères éclatèrent, chaleureux, qui durèrent plusieurs longues minutes. Plusieurs personnes vinrent ensuite me voir personnellement pour me remercier avec des larmes dans les yeux, pour me dire que mon témoignage les avait profondément touchées, bouleversées même, qu'elles allaient désormais mieux accompagner et défendre les victimes grâce à ce que j'avais courageusement partagé. Ce jour-là, dans cette salle remplie de visages bienveillants, je compris quelque chose d'absolument essentiel. Ma souffrance atroce n'avait pas été totalement vaine. Elle n'était pas juste une tragédie personnelle sans signification. Elle avait un sens profond. Elle pouvait servir à quelque chose de plus grand que moi, de plus important que mon histoire individuelle. Elle pouvait éclairer le chemin d'autres victimes perdues dans l'obscurité. Les mois passèrent doucement. L'automne revint progressivement à Tours, avec ses feuilles dorées et rousses qui tombaient gracieusement sur les pavés humides de la vieille ville médiévale. Je continuais paisiblement ma vie quotidienne, mes promenades matinales au marché, mes lectures prolongées sur le balcon enveloppé dans mon châle préféré, mes cafés réguliers avec Madame Rousseau qui était devenue bien plus qu'une simple voisine, une véritable amie, une confidente. Mais quelque chose d'indéfinissable avait profondément changé en moi. J'étais devenue plus forte, plus lucide, plus consciente de ma valeur, plus libre aussi, d'une liberté intérieure que personne ne pourrait jamais plus m'enlever. Un soir de novembre particulièrement froid, alors que je marchais lentement le long des berges de la Loire, emmitouflé dans mon manteau d'hiver, regardant les eaux sombres du fleuve couler paisiblement sous le pont Wilson illuminé, je pensais longuement à Théo. Je me demandais sincèrement s'il regrettait vraiment ce qu'il avait fait, s'il mesurait pleinement la gravité irréparable de ses actes, s'il comprenait enfin combien il m'avait brisé. Je me demandais s'il souffrait dans sa solitude, s'il se réveillait la nuit rongé par les remords. Et malgré absolument tout, malgré toute la douleur immense qu'il m'avait volontairement infligée, malgré la trahison qui me brûlait encore le cœur certains jours, je me surpris à espérer sincèrement qu'il allait bien quelque part, qu'il avait trouvé un chemin vers la rédemption. Pas parce qu'il le méritait particulièrement, mais parce que je ne voulais plus porter ce poids écrasant de la haine dans mon cœur fatigué. La haine pèse terriblement lourd. Elle consume l'âme de l'intérieur. Elle détruit progressivement tout ce qu'elle touche, même celui qui la porte. Et j'avais définitivement choisi de vivre pleinement, pas de simplement survivre enfermé dans l'amertume corrosive et le ressentiment stérile. Je ne sais pas si Théo et moi nous reverrons un jour dans cette vie. Sincèrement, je n'en sais rien. Je ne sais pas s'il trouvera jamais le courage de me demander pardon, de reconnaître ses torts. Je ne sais même pas si je serai capable de lui pardonner vraiment, complètement, sans arrière-pensée. Certaines blessures sont peut-être trop profondes pour cicatriser entièrement. Mais ce que je sais avec une certitude absolue, ce dont je suis profondément convaincue, c'est que je ne suis plus du tout la femme fragile et manipulable qu'il croyait pouvoir contrôler à sa guise. Je suis Marie Lefebvre. J'ai 66 ans. Je suis une survivante. Je suis libre. Et plus personne, jamais, ne pourra me voler ma dignité durement reconquise. Cette histoire éprouvante m'a enseigné plusieurs leçons de vie fondamentales que je veux sincèrement partager avec vous qui m'écoutez en ce moment même. La première et la plus importante, c'est qu'il n'est jamais, absolument jamais trop tard pour se défendre, pour dire non, pour reprendre le contrôle de sa vie. L'âge n'est en aucun cas une faiblesse. Au contraire, c'est souvent une force méconnue. C'est l'expérience accumulée, la sagesse durement acquise, la capacité précieuse à voir au-delà des apparences trompeuses et des belles paroles creuses.
La deuxième leçon cruciale, c'est que l'amour véritable ne contrôle jamais. Il libère, il respecte, il honore. Si quelqu'un vous dit qu'il vous surveille constamment, qu'il fouille dans vos affaires pour votre bien, qu'il prend des décisions à votre place pour vous protéger, méfiez-vous immédiatement. Soyez vigilants. Le vrai amour, l'amour authentique et sain, respecte profondément votre autonomie, votre intimité sacrée, votre dignité fondamentale. La troisième leçon que je veux vous transmettre, c'est qu'il ne faut jamais, jamais avoir honte d'être victime d'abus, de manipulation, de trahison. La honte devrait peser uniquement sur les épaules des coupables, jamais sur celles des victimes innocentes. Ce qui est véritablement honteux, c'est d'être l'agresseur, le manipulateur, le voleur. Vous, victime, vous n'avez absolument rien fait de mal. Vous avez simplement fait confiance à quelqu'un que vous aimiez. Et faire confiance, ouvrir son cœur, croire en la bonté des gens, ce n'est jamais une erreur en soi. Et enfin, la dernière leçon, celle qui est peut-être la plus importante de toutes, ne restez jamais enfermé dans le silence destructeur. Parlez, criez si nécessaire. Demandez de l'aide autour de vous. Il y a toujours des gens quelque part qui vous écouteront vraiment, qui vous croiront sans vous juger, qui vous défendront avec acharnement. Des avocats comme Monsieur Renard, des associations spécialisées, des travailleurs sociaux dévoués, des voisins attentifs. Vous n'êtes jamais seul, même quand vous avez l'impression d'être abandonné par le monde entier. Aujourd'hui, quand je regarde le plafond de ma chambre tranquillement, je ne vois plus cette caméra menaçante qui m'espionnait jour et nuit. Je vois simplement un lustre ordinaire, banal, avec une ampoule qui fonctionne parfaitement bien. Et quand je me couche le soir, je dors profondément, paisiblement, sans peur aucune, sans surveillance oppressante, sans angoisse. Parce que cette maison est redevenue pleinement la mienne. Cette vie est redevenue entièrement la mienne. Ce destin m'appartient de nouveau. Et personne, jamais, ne pourra plus me les reprendre. C'est ma promesse à moi-même. C'est mon serment sacré. Si cette histoire vous a touché au plus profond de votre cœur, si elle vous a donné ne serait-ce qu'une étincelle d'espoir ou un peu de courage pour affronter vos propres démons, n'hésitez surtout pas à la partager largement autour de vous. Parce que quelque part, en France, peut-être dans votre propre ville, il y a sans doute une femme exactement comme moi, enfermée dans le silence terrible de la honte et de la peur, qui a désespérément besoin d'entendre qu'elle peut s'en sortir, qu'elle peut se battre efficacement, qu'elle peut gagner contre toute attente, que la victoire est possible, même quand tout semble perdu. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout de cette longue histoire. Merci d'avoir été présent, attentif, bienveillant. Merci pour votre compassion. Et souvenez-vous toujours de cette vérité essentielle. Vous êtes infiniment plus fort, plus résilient, plus courageux que vous ne le pensez. La force est déjà en vous. Il suffit parfois simplement d'oser la chercher, de la réveiller, de la laisser s'exprimer. Et vous, qu'auriez-vous fait si c'était votre propre enfant qui vous trahissait ainsi? Cette question me hante encore certaines nuits, parce que personne ne se réveille un matin en pensant que la personne qu'elle a mise au monde, nourrie, aimée sans condition, pourrait un jour devenir son pire ennemi. Personne n'imagine que l'amour maternel puisse se retourner contre soi de cette façon. Et pourtant, c'est arrivé, à moi. Et peut-être que cela vous est arrivé aussi, d'une manière ou d'une autre. Je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment ont probablement vécu des situations similaires. Peut-être pas exactement les mêmes, mais cette sensation d'être trahi par quelqu'un en qui vous aviez mis toute votre confiance. Cette douleur sourde qui ne part jamais vraiment. Ce doute constant. Ai-je fait le bon choix? Aurais-je dû pardonner? Aurais-je dû me taire pour préserver la paix familiale? Moi aussi, je me suis posé ces questions 1 millier de fois. Parfois, au milieu de la nuit, je me demande si j'ai été trop dure. Si j'aurais dû donner une autre chance à Théo. Si une mère digne de ce nom peut vraiment porter plainte contre son propre fils. Et puis, je me rappelle cette caméra pointée vers mon lit. Je me rappelle ces 12 000 € volés. Je me rappelle qu'il voulait m'enfermer. Et je sais, au plus profond de moi, que j'ai fait ce que je devais faire. Mais ce n'est pas une décision facile. Ce n'est jamais facile de choisir sa dignité plutôt que la paix, de choisir la vérité plutôt que le mensonge confortable, de choisir la liberté
plutôt que la cage dorée qu'on vous propose avec un sourire. C'est pour cela que j'aimerais tant savoir ce que vous en pensez. Vraiment. Sans jugement. Sans faux semblant. Auriez-vous eu le courage de faire ce que j'ai fait? Ou auriez-vous choisi le silence, l'acceptation, le pardon immédiat? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Chaque histoire est unique. Chaque douleur est différente. Mais partager nos expériences, nos doutes, nos victoires, c'est ce qui nous rend plus fortes ensemble. C'est ce qui brise l'isolement terrible dans lequel tant de personnes âgées se retrouvent enfermées. Alors je vous demande, du fond du cœur, laissez-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez ressenti en écoutant mon histoire. Dites-moi si vous auriez pris la même décision que moi, ou si vous auriez agi différemment. Dites-moi aussi d'où vous m'écoutez, que vous soyez à Paris, à Lyon, à Marseille, en Belgique, en Suisse, au Québec ou ailleurs, dans ce vaste monde francophone. Savoir que je ne suis pas seul, que vous êtes là, quelque part, à m'écouter, cela me donne une force que je ne peux pas expliquer avec des mots. Et si vous aussi, vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous avez été trahi par un proche, si vous avez dû choisir entre l'amour et la dignité, racontez-le, même brièvement, même quelques mots seulement. Parce que votre témoignage pourrait être exactement ce dont une autre personne a besoin pour trouver le courage de se défendre. Pour comprendre qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas ingrate, qu'elle a le droit de protéger sa vie. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, je vous demande aussi de vous abonner à cette chaîne. Pas pour moi, mais pour toutes ces femmes, tous ces hommes, qui ont besoin d'entendre qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre le contrôle. Que l'âge n'est pas une condamnation à l'impuissance. Que nous méritons tous le respect, la dignité, la liberté, peu importe notre âge. Chaque abonnement, chaque commentaire, chaque partage, c'est un message envoyé au monde entier. Nous existons. Nous avons des voix. Nous refusons d'être invisibles. Nous refusons d'être des victimes silencieuses. Nous sommes vivantes, lucides, fortes, et nous ne nous laisserons plus jamais faire. Alors s'il vous plaît, prenez quelques secondes. Écrivez quelques mots. Partagez un fragment de votre vérité. Parce qu'ensemble, nous sommes infiniment plus fortes que seules. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Ensemble, nous pouvons briser le silence qui tue. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'exister. Et n'oubliez jamais, vous valez infiniment plus que ce que quiconque pourrait vous faire croire. Vous êtes précieuse, vous êtes forte, vous êtes digne d'amour et de respect. Je vous embrasse de tout mon cœur, et j'attends vos mots avec impatience. Mon mari m'a demandé de ne pas l'embarrasser ce soir-là, j'ai promis de rester silencieuse,